J'étais élève comédienne. Euh, j'ai, j'ai pris des cours, évidemment, dans une école. J'ai joué au théâtre. J'avoue que oui, je me suis bien marrée, mais j'ai toujours été attirée par le monde du doublage. C'était pas un choix par défaut. C'était une vraie envie d'y aller. Et l'opportunité est arrivée lorsque je jouais justement une pièce avec un ami qui m'a dit qu'il faisait beaucoup de doublage et qui m'a dit bah, viens avec moi demain si tu veux. Et qui m'a présenté quelqu'un qui a changé en fait mon, mon avenir, mon futur après en fait, puisque voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné ma chance et qui m'a fait travailler tout de suite sur des très jolis rôles. Petite, déjà, je voulais être comédienne. C'était pas. Enfin, j'ai toujours dit je veux être actrice. Bon, j'ai dû dire une fois ou deux que je voulais être vétérinaire, hein, comme tout enfant. Mais sinon, non, moi, je disais toujours que je voulais être actrice. Et puis, j'aimais bien faire rire les autres. J'aimais bien être. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que j'aimais bien être au centre de l'attention, alors qu'en réalité, je suis quand même assez timide. On dirait pas comme ça, mais les gens ne me croient pas quand je le dis, mais si, si, c'est vrai. Donc voilà, quelque chose d'assez paradoxal là-dedans, aimer faire rire. Et je crois que c'est ça surtout, c'est aimer faire rire. Et puis surtout, la révélation, c'est quand je suis allée à la Comédie Française pour mon anniversaire. Je crois que c'était pour mes 10 ans, mes 11 ans, mes parents m'ont emmenée à la Comédie Française et j'ai trouvé ça dingo. C'était incroyable, tous ces gens qui se tapaient sur les cuisses, qui rigolaient. Je me suis dit qu'ils faisaient un métier incroyable et que moi, je voulais faire ça, en fait. Là, ça avait un sens de travailler, quoi. Faire rire les gens après leur travail et leur apporter du plaisir. Je trouvais ça, ouais, il y avait enfin un vrai but dans ma vie, quoi. Oh oui, bien sûr. Moi, j'étais une fan de Funès, j'étais une fan de Belmondo, Jacqueline Maillan. Je regardais aussi les pièces de théâtre. Il y avait Francis Le Poulain, oh, il y en avait tellement. euh, Alice Sapritch, bien sûr, comment il s'appelle, Bourvil. J'étais en fait donc venue voir un directeur artistique qui s'appelait Julien Kramer, qui dirigeait je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs le jour où je suis venue, et qui m'a fait passer un bout d'essai et qui m'a rappelé 15 jours après pour me faire travailler alors c'est un Disney, c'était un film qui s'appelait Motocross, et c'était l'histoire d'une jeune femme, puisque j'étais jeune hein, à l'époque, qui se faisait passer pour un garçon pour pouvoir participer à des courses de moto. Voilà, donc elle prenait à la fois sa voix de jeune fille et à la fois sa voix de garçon, quand elle se faisait passer pour un garçon. Et voilà, c'était intéressant. Non, j'ai pas de rituel. Disons que je trouve que aller chercher quelque chose qui est loin de soi, euh, ça me, ça me, comment dire, c'est comme si mon corps était un peu investi. Euh, donc je change mes appuis, je change la façon euh, dont je me meus, dont je, ouais, je bouge. Il m'arrive parfois, j'ai des petits rituels à moi de me dire, tiens, là, je vais doubler telle sorte de rôle. Donc, je vais m'habiller de telle façon. Ça peut m'arriver, ça peut m'aider. Euh, mais après, c'est vrai que dans le corps, il se passe quelque chose, quoi. On est habité différemment selon si on joue une grande bourgeoise, si on joue une espèce de vieille acariâtre, ou, euh, ou si on joue effectivement une grosse badass comme ça, et là, on va chercher vraiment plus lourd, quoi, plus loin. Il arrive, quand je rentre chez moi, d'avoir des courbatures. Sur le moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est que j'ai passé la journée, entre guillemets, dans la peau de quelqu'un d'autre, et en fait, soit à me mettre comme ça, parce que c'était quelque chose de très perché en l'air, soit euh, à monter sur la pointe des pieds. Enfin, en fait, il y a des moments où je rentre chez moi, j'ai des courbatures. Donc, il y en a qui ont cru en moi, oui, bien Hum. sûr. Euh, mais c'est plutôt, je dirais, des directeurs artistiques. Après, je dirais que j'ai senti une solidarité quand je venais sur les plateaux. Certains comédiens me disaient, bah, tiens, si tu veux, je te présente telle personne. Ça peut arriver. Mais
J'ai personne qui me vient en particulier, si tu veux, de mon côté. Je vais prendre ma journée d'hier, une journée type. On arrive sur le plateau. Si on ne connaît pas le film sur lequel on va prêter notre voix, le DA nous pitch, c'est-à-dire nous explique la série, notre rôle, à quel moment on est dans le film, pour nous donner les clés et avoir une vision globale de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est dans une comédie, dans un drame? Enfin, voilà, on essaie d'avoir un peu une idée de l'endroit où on met les pieds au démarrage. Et puis voilà, généralement, on connaît ou pas les comédiens qui sont autour de nous, donc on se présente ou pas. Et puis on essaye, si c'est un bon plateau, on essaye de rigoler déjà dès le départ, parce que ça fait du bien, moi j'aime bien. Et puis après, on travaille, si c'est possible, aussi en rigolant. Non, j'aurais pu, je suis sûre que j'ai eu quelques occasions, mais ça s'est pas fait. En général, on me dit, ah, c'est bête, il y avait ta comédienne qui était au salon, là, à 2 kilomètres. Vous pouviez pas me le dire le matin? En fait, je m'amuse de tout. C'est-à-dire que je peux m'éclater dans un rôle aussi bien pour le cinéma, enfin voilà, quand je suis investie dans le truc, quand je suis dans un rôle prenant, poignant, voilà, il peut m'arriver d'avoir des larmes, de vibrer ou d'être très touchée, de rentrer chez moi et de pas être bien parce que voilà, aujourd'hui, c'est un peu comme si j'avais enfilé un costume que j'avais gardé toute la journée et puis je rentre chez moi, j'ai vécu un truc lourd, quoi, aujourd'hui. Euh, donc, je dirais que ce qui me traverse, peu importe si c'est pour le cinéma, une série ou un jeu vidéo. Je fais pas vraiment de distinguo dans le jeu. Après, qualitativement, bien entendu, c'est toujours hyper agréable de bosser pour le cinéma. On a plus de temps, on est généralement sur des comédiens, enfin, des acteurs, quoi, magnifiques. Donc, c'est une chance, c'est un privilège et voilà, j'en ai pleinement conscience quand je travaille. Mais tout me plaît. Je m'amuse de tout. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant, par exemple, de faire du jeu vidéo, puisque, si vous voulez, les répliques s'enchaînent. Ce qu'on n'a pas, évidemment, dans une série, on a quand même un rythme de vie avec des gens qui se répondent, avec des scènes qui sont calmes ou autres. Là, on est vraiment que sur du jeu, du dialogue, du jeu, du dialogue. Enfin, et ça peut être très fatigant et vocalement, le jeu vidéo, par rapport à d'autres disciplines. Et puis oui, c'est très intense, du coup, en rythme, en timing. Voilà, sur 4 heures, on travaille fort, quoi. Je me suis J'avoue, toujours demandé, justement, moi, j'avais l'impression d'avoir une voix un peu passe-partout. Et je trouve que finalement, dans ma vie de tous les jours, enfin, c'est avéré puisqu'on m'a jamais reconnue. Donc, j'ai eu des moments où je me suis dit, attends, la personne se moque de moi, genre un médecin qui m'a dit, je suis fan d'esprit criminel. Alors, je suis venue parce que vous m'avez appelé pour une urgence pour votre enfant, mais vous m'avez fait rater ma série Esprit criminel. Il n'arrêtait pas de me parler de ça. Donc, au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire un truc là? Et en fait, non, c'était un hasard total. Donc, ça, j'en ai rigolé évidemment avec lui. J'ai joué, j'ai dit, mais vous savez qu'en fait, vous êtes un peu avec Esprit criminel, etc. Moi, j'ai rigolé avec ça, quoi. J'ai fait ça aussi avec un garagiste un jour avec Fast and Furious. Le mec, il avait le crâne. Le cerveau est sorti du crâne quand il a su qu'il était en face de la voix française de Michel Rodriguez. C'est assez rigolo. Oui, il y a des séries qui m'ont marqué. Il y a qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé tellement de choses. Je me suis tellement marrée. Ah bah alors comme film, j'ai bien aimé The Edge of Tomorrow, j'avoue, parce que j'ai aimé le regarder, alors que c'est pas forcément un style de cinéma qui m'intéresse habituellement, mais j'ai trouvé particulièrement bien fait. J'aime bien retrouver ma petite Garcia aussi, l'air de rien, avec sa fantaisie, le fait qu'il faille
avoir un débit incroyable pour, voilà, on appelle ça des tunnels, c'est-à-dire des phrases hyper longues avec des mots compliqués à l'intérieur et faire des virages et des ruptures à l'intérieur. Alors ça, moi, ça m'excite, j'adore. Dès qu'il y a un peu des difficultés techniques, je ne sais pas pourquoi j'aime bien ça. J'aime bien, je sais pas, j'ai bien aimé. Oui, The Hobbit, bien entendu. Très chouette expérience, même si c'est pas forcément mon univers cinématographique, mais c'est vrai qu'on est sur du beau, quoi. On est sur du beau cinéma. Après, il y a une série que j'ai adorée, qui est pas du tout connue, qui s'appelait The English, qui a tourné Emily Blunt. Moi, je me suis dit que c'était magnifique comme série. Euh, je sais pas pourquoi, ça n'a pas été diffusé convenablement, je pense, parce que c'était vraiment un très beau western. C'est une série western magnifique. NCIS Los Angeles, alors avec la petite complicité qu'on avait avec mon partenaire VF Axel Kinner. Donc, on est un petit couple, Kenzie et Dix. Voilà, rigolez bien. J'en ai plein, hein, attention. Bonne question. Généralement, j'ai du mal à regarder en VF si je suis dedans, sauf si je veux montrer un film à mes enfants que j'ai aimé. Je sais pas, les Bad Guys, par exemple. Voilà, un dessin animé pour enfants. Je suis très contente de le regarder avec eux parce que bah, j'ai mis tout mon petit cœur. J'ai essayé voilà, de faire ça bien et j'ai envie de les faire rire. Dans Jumanji, par exemple, j'ai été très heureuse de pouvoir montrer les Jumanji à mes enfants et de les voir s'esclaffer. Ou voilà, là, effectivement, dans Les Gardiens de la Galaxie, pareil, quoi. Ça me faisait plaisir de faire une séance popcorn et en plus, comme j'ai pas mal d'enfants, de les voir tous s'éclater, quoi. Être fiers du travail de leur maman, ça fait du bien. Je pense que on est dans les pays précurseurs par rapport à la rythmo et que notre savoir-faire est envié. En réalité, il y a même des pays qui sont venus, comme je crois l'Allemagne récemment, etc., voir comment on faisait et essayer de- d'apprendre de notre savoir-faire qui date pas d'hier. On est quand même très, très pointu, quoi. Donc, je trouve qu'on a un super système. Ouais, bien sûr. Quand le travail est bien fait, quand les gens sont consciencieux et écoutent bien ce qui a été fait en VO et essayent vraiment de coller au mieux, l'Arithmo, c'est l'outil magnifique. Avec évidemment un auteur derrière à la hauteur. C'est magique. On arrive à faire des choses extraordinaires. On arrive même parfois à faire des VF qui ont plus de succès que les originaux. Enfin, ça peut arriver. Ce sont des cas qui sont arrivés quoi, sur des séries. Je crois que Starsky et Hutch, par exemple, a eu un succès retentissant en France. Il n'en a pas eu autant que ça dans les autres pays ou Amicalement Vôtre. Enfin, voilà, où les VF ont été particulièrement appréciés, quoi. J'étais pas dedans, mais tout le monde s'est foutu de la gueule de l'interprétation VO et la VF, il n'y a eu que des applaudissements. Vous pouvez aussi écouter Aladdin, si vous écoutez la VF d'Aladdin qui est complètement incroyable. Vous faites VF et vous comparez avec les autres langues, on est quand même sur du high level, quoi. Il y a eu des changements énormes. Bah avant, on était sur bande déjà, donc ça prenait énormément de temps de charger un épisode. Donc, on mettait beaucoup plus de temps à doubler en réalité qu'on ne le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, hélas, dans un monde dans lequel il faut aller vite. Et ça se sent, c'est-à-dire que quand on arrive pour faire ce métier-là et qu'on n'est pas complètement formé, on ne peut pas tenir la cadence. Il faut être bon tout de suite, en fait. On peut améliorer ce qu'on a fait, mais la base, il faut la donner très vite. On a également une nouveauté, c'est-à-dire qu'avant, les pays diffusaient leur VO, nous diffusions plusieurs semaines après notre VF. Aujourd'hui, les gens se sont mis
à voler les contenus, à hacker, etc., pour avoir les contenus plus vite. Donc, l'entreprise du cinéma a voulu calquer les dates de sortie VO, VF au maximum. Donc, pareil, ça a énormément changé de choses sur nos cadences et on est parfois amené à venir faire ce qu'on appelle des confos de dernière minute. Enfin, ça peut arriver qu'on nous appelle dernière minute pour changer un mot en vitesse avant que ça sorte, parce que finalement, ils ont décidé de changer une phrase. Voilà, ça aussi, ça a changé pour nous. On est toujours vigilant et il le faut, puisque on a l'ombre de l'IA qui est derrière nous et qui est prêt à nous bouffer. Donc, on est, on est encore plus vigilant et voilà. J'ai pas la science infuse, hein, mais je pense que c'est impossible que l'IA ne gagne pas du terrain sur notre métier. Après, nous, on fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, pour que l'IA reste un outil d'aide, qu'il ne nous remplace pas, qu'il nous serve comme un outil, mais ne remplace pas l'humain. Voilà, moi je pense que c'est indispensable. Enfin, on va pas être tous remplacés par des machines. C'est un monde incroyable qui est en train d'arriver si on laisse faire ça. Les gens qui sont pro IA à fond, je ne les comprends pas, vraiment. Je ne comprends pas vers quoi on va. Donc, effectivement, c'est un risque majeur. Et j'espère que les voix ne seront pas des voix de robots, qui sont en réalité des voix humaines compilées les unes avec les autres. Et c'est du pillage, en fait, hein, c'est du vol pur et simple. Donc, ouais, ce serait scandaleux d'être totalement remplacé, si vous voulez, quoi. Après, je suis persuadée qu'un jour, on pourrait y arriver, bien entendu, mais est-ce que éthiquement, c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut que nos enfants apprennent à parler avec des voix de synthèse, sans mettre le ton? Quand on voit parfois ce qu'une mauvaise traduction peut donner sur la langue française, des tics de langage qui arrivent du doublage, hein, on va pas se mentir, les justes, voilà, il y a beaucoup d'expressions américaines qui sont arrivées dans notre jolie langue française et qui n'auraient pas dû arriver là. Bon, ça, c'est juste un petit bout, mais c'est vrai que si on se met à avoir des intonations américaines alors qu'on a une jolie langue française, bah, ce serait quand même un petit peu dommage, quoi. Traduire une blague dans une langue étrangère, voilà, ça demande un esprit humain, ça demande d'avoir une culture française. Donc, pour ça, voilà, faut défendre aussi les auteurs, parce que, ils sont en première ligne eux aussi, remplacés par des IA qui, en 2 minutes, leur traduisent leur texte comme des pieds, hein, quand on voit de temps en temps le sous-texte en dessous, c'est épouvantable, du genre, c'est impossible, un UN possible. Waouh! Et c'est nos enfants qui lisent ça, quoi. Ils apprennent à parler français et à écrire, hein. Moi, ça me désespère. Moi, je pense qu'il y a des artistes qui ont leur place dans ce système-là. Quand ils ont du talent, j'ai certains noms qui me viennent, hein, comment il s'appelle, Elie Semoun, qui nous fait magnifiquement Tiens, Pissenlit, c'est sans doute le dernier de la saison. Bon, moi j'adore, je suis fan. Il y en a, on se demande un petit peu ce qu'ils font là. Ils ont été catapultés là-dedans. Ils ont absolument pas de formation ni de comédien et encore moins de doublage. Donc, ce qu'ils font appauvrit complètement le jeu. Ça arrive hein, dans certaines œuvres. Moi, je me dis, mais attends, ils ont carrément gâché le truc, quoi. On a des vrais comédiens qui sont là, waouh, là, là, qui jouent, qui font plein de trucs, des ruptures, et la personne qui répond à côté qui est toute plate. Moi, ça me fend le cœur. Enfin, c'est quand même un petit peu dommage juste parce que c'est un nom ou que c'est un YouTuber qui soit là en première ligne et qu'il appauvrisse le produit. Moi, oui, ça me fait mal. Voilà, ça c'est ma limite, c'est le talent, quoi. Voilà.
D'accord. Chacun son métier, chacun sa place, quoi. Si tu es bon, si tu sais le faire, ben ouais, mais bienvenue, génial, bienvenue dans les rangs. Mais hélas, c'est pas toujours le cas, quoi. Et ça fait un peu chier, quoi. Voilà. Quand les plateformes se sont multipliées, donc c'est-à-dire que ça coïncidait avec, c'était pas loin du Covid, etc. là, il y a eu une période où on a bossé comme des dingues. Pour ne rien rater, il y avait même des plateaux le soir, la nuit, le week-end. C'était un truc de fou. Donc, bon, je suis quand même assez contente que ça se soit calmé, parce que c'est vrai que c'était une folie furieuse, mais en même temps, là, nous subissons une baisse, puisque les plateformes sont apparemment un petit peu en ralentissement. Donc ça, on le sent. Premièrement, on sent un ralentissement aussi avec la grève des scénaristes aux États-Unis, hein, voilà. Et pour ceux qui ont commencé au moment où nous bossions à plein régime, justement à cette époque-là, à l'arrivée des plateformes, ils comprennent pas très bien ce qui est en train de leur arriver là, parce que du coup, on revient sur des rythmes de travail un petit peu plus classiques. Et donc, les petits jeunes, ils se disent, bah, il n'y a plus de travail. Non, non, c'est le rythme normal, en fait. Ce qui n'était pas normal, c'était auparavant où on était, mais blindé de boulot, quoi. Voilà. C'est marrant parce que ce matin, je me disais encore, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien revivre un petit confinement tranquille, profiter de ce que j'ai, en fait, autour de moi. Mais bon, je referme la parenthèse, je ne parlais pas de métier là. Ce que ça a changé, c'est que surtout, il y a beaucoup de comédiens qui se sont mis à s'équiper de micros chez eux pour soit travailler vraiment complètement sur... C'est arrivé, je crois qu'ils ont doublé des films à distance, certains, pas moi, hein. Soit pour, voilà, pour aider des petits retakes, des petits bouts de phrases qu'on ne faisait pas à l'époque à distance. On venait pour aller refaire ce petit bout de phrase. Je dirais que ça a changé. On s'est beaucoup équipé en micro. Euh, voilà, sinon, je pense que c'est tout. Ça nous a fait tous très, très bizarre de nous arrêter, très, très bizarre de se retrouver ensuite. C'était vraiment très bizarre. Moi, j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet-là. Je venais de doubler sans un bruit, et puis le confinement est arrivé. Euh, et en fait, quand on est sorti de confinement, il y avait toujours les affiches des bus avec le film Sans un bruit, avec la date à laquelle ça aurait dû sortir. C'était comme si on avait fait un arrêt dans le temps. Enfin, c'était très perturbant pour moi de voir cette affiche passer sur les bus. J'embrasse tous les fans. Et un grand merci pour cette interview. Bon courage pour vos études dans le cinéma. Et, euh, et peut-être à bientôt. J'allais l'oublier. Je vais vous demander, si c'est possible, Alexandre, de mettre un lien vers la pétition qui s'appelle Touche pas ma VF. Je vais vous demander de signer cette pétition. C'est vraiment super important, justement pour qu'on ait du poids pour négocier notre particularité française, qui est une sorte d'exception culturelle, le doublage français. C'est quelque chose qu'on a historiquement depuis des années et des années. Il y a vraiment des amateurs de VF. Il y a 80% des films qui sont regardés en VF en France, au cinéma, qui sortent en VF. Et il faut que ça dure. Donc pour ça, on a besoin de vous. Merci beaucoup de cliquer et de signer cette pétition. Gros bisous à tous.